N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission et mesdames et messieurs, bienvenue. Pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le professeur Jean-Marie Kayembe. Je vous informe qu'il est pneumologue et doyen honoraire de la faculté de médecine ici à l'université de Kinshasa. Il est également éditeur en chef des Annales africaines de médecine. Il est aussi président de la commission des prises en charge au secrétariat technique des ripostes contre le Covid-19, à qui je m'en vais déjà dire bonjour professeur. Bonjour madame. Et comment sentez-vous déjà? Ça va, je me sens bien. Un peu stressé comme tout le monde à cause de ce problème de Covid-19, justement, dont je pense il sera question. Oui, avec le professeur, nous allons nous entretenir du coronavirus, mais beaucoup plus de la deuxième vague du coronavirus auquel la RDC est confrontée. Je m'en vais déjà dire, ou je m'en vais déjà poser ma première question. La première question est celle de savoir, professeur, est-ce que vous pouvez nous donner l'origine de cette maladie et comment est-ce qu'il est atterri ici au sol congolais? L'origine de la maladie, madame, je n'ai absolument rien inventé. La maladie m'invite à beaucoup d'humilité pour dire que les premiers cas ont été détectés à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Il y a eu alors, après les cas chinois, progressivement des cas hors Chine, notamment en Europe occidentale, le premier cas africain étant intervenu vers le mois de février 2020, et chez nous, en République démocratique du Congo, le tout premier cas l'a été le 10 mars, on s'en souvient comme d'hier, 2020, chez un sujet d'origine congolaise, mais qui venait de France et qui a été le premier testé positif sur notre sol. Voilà l'origine, si vous voulez, pour dire quel est le cas incident dans notre pays. D'accord, professeur. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, allais-je dire, qui est la deuxième vague du coronavirus, on aimerait aussi savoir combien de temps a duré la première vague. En fait, à partir du premier cas, qui est mars 2020, je dois vous avouer que nous avons connu une épidémie dont l'épicentre était quasi essentiellement la Gombe. Et le profil de la maladie était un profil de Covid importé. On avait pour la plupart des cas des personnes ayant voyagé à partir de l'extérieur, l'Asie comme la Chine, et surtout l'Europe, qui étaient les premiers cas qui ont amené cette pathologie chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, humilité oblige. Ensuite, ces premiers cas en ont infecté d'autres, localement. C'est ainsi que Covid-19 ou le SARS-CoV-2, qui en est l'agent étiologique, ont pu entrer dans nos ménages. Et nous avons commencé à vivre alors un profil épidémiologique qui est celui du Covid local. De mars au mois de juillet-août, parce que nous avons connu un pic important en termes du nombre d'admissions, en élévation du nombre de cas sévères admis dans les unités de traitement intensif, mais également en nombre de décès, surtout vers le mois de mai, juin, juillet. Voilà à peu près quand s'est située la première vague. Nous avons alors décroché un temps soit peu, avec diagnostic plutôt rare, déjà dans la ville de Kinshasa. Et vous apprendrez, j'espère qu'une question pourrait s'adresser à ce type de disposition. Pourquoi? Vers le mois d'août et septembre, nous avons connu une accalmie dans la ville de Kinshasa, alors que l'intérieur commençait tout doucement, le début par le Nord Kivu, à déclarer des cas de Covid-19, jusqu'aujourd'hui atteindre la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. Votre question était de savoir à peu près quelle était la période de la première vague.
sauf erreur de ma part, je pense y avoir apporté la réponse que je peux. D'accord, professeur. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, qui est la deuxième vague du coronavirus. Nous aimerions savoir, professeur, quelle différence existe-t-il entre la première vague et celle-ci, qui est la deuxième vague? Oui, parler de différence essentiellement en ce qui concerne notre pays, je ne dirais vraiment pas. Sauf que la différence la plus marquante, c'est le fait de l'extension des cas en dehors de la métropole Kinshasa. Nous avons aujourd'hui des cas dans quasi toutes les provinces de la République, mais pas dans la même proportion. Nous avons des cas aujourd'hui de manière plus importante au Lualaba et dans le nord Katanga, nord Kivu, mais aussi dans la province du Congo central. Et il y a des provinces comme le Kasaï oriental, l'Équateur, qui se réveillent à peine de cette nouvelle envahissement, si vous voulez, du SARS-CoV-2 qui constitue notre seconde vague. Mais en ce qui concerne les caractéristiques épidémiologiques, nous avons connu, nous, un profil épidémiologique un tant soit peu différent de l'Europe. Vous vous souviendrez qu'au début, en Europe, c'était essentiellement la maladie du troisième âge. C'était les personnes âgées, porteuses de nombreuses comorbidités, qui étaient les plus concernées. La seconde vague, même en Europe, a atteint une population beaucoup plus jeune. Chez nous, la moyenne d'âge de la population étant déjà relativement basse, le Covid n'a pas épargné les couches plus jeunes de la population. Nous avons eu des cas de 20 ans, 30 ans, etc. À ce point de vue-là, nous n'avons pas totalement suivi le modèle européen. Également, bien sûr, l'Europe est aujourd'hui caractérisée par des différences en ce qui concerne l'agent infectant. Parce qu'on fait régulièrement le séquençage, qui est le décryptage même des secrets comportés dans son matériel génétique par le virus, on arrive à parler de variants. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle du variant britannique, du variant brésilien, du variant marseillais régulièrement, du variant sud-africain, et j'en passe. Même dans nos conditions de réalisation modeste, des conditions de séquençage qui sont des techniques élaborées de biologie moléculaire, nous n'avons pas encore décrit réellement plusieurs variants sur notre sol. Encore que, on a pu détecter dans la capacité, et je me répète, et l'humilité dans notre capacité de séquençage, on a pu quand même détecter le variant sud-africain, quelques cas, sur les échantillons testés. Restons modestes et humbles, j'insiste, sur quelques échantillons dans la ville à Lubumbashi, dans le Katanga. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne les différences et le profil de la deuxième vague considérée par rapport à la première. Je dois avouer que cette deuxième phase, nous avons également sur le cas concernant le nombre de cas sévères. Nos salles de réanimation et de soins intensifs ont été, dans leurs conditions, encore une fois, quand même assez submergées par l'admission de cas sévères nécessitant assistance respiratoire de premier, deuxième ou de niveau plus élevé. Là aussi, ça a été un tant soit peu une différence. Et cette différence a rencontré, bien sûr, une réaction, une riposte qui avait déjà suffisamment appris des autres, qui avait appris de l'expérience de la première vague, tant sur la gestion des malades que sur la gestion logistique et même la gestion de l'environnement et de l'hygiène, parce que tout ça est important pour la gestion d'une pandémie comme le Covid-19 qui touche le monde entier. Avec tout ce qu'il y avait comme sensibilisation, les musiciens ont chanté, il y a eu des messages qui passaient à la télévision, à la radio, dans la presse tout entière a diffusé des messages pour lutter contre la Covid-19. Mais vous, en tant que membre de cette
cette comité qui milite ou qui lutte contre la propagation de Covid-19, vous n'êtes pas arrivé à stopper cette maladie et aujourd'hui nous sommes à la deuxième vague. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame, vous abordez à la fois des questions sémantiques et des questions essentielles. L'essence même et l'importance de la question, c'est de dire et de montrer que la gestion du Covid-19 ne peut pas être l'affaire d'un seul individu ou d'une catégorie d'individus. Je prends notamment le secrétariat technique dont vous parlez. L'organisation déjà au niveau du pays, à partir de la haute hiérarchie du pays, c'est de gérer Covid-19 par le truchement d'un comité multisectoriel. La multisectorialité de ce comité, qui inclut tous les ministères, notamment Affaires intérieures, sécurité, finances, économie, communication, recherche scientifique et j'en passe, montre que personne ne peut, dans cette gestion, être laissé sur le bord de la route, ni sur le quai du train. Tout le monde est réellement partie prenante. C'est pour moi l'occasion de féliciter de manière tout à fait importante, vous les agents de presse, qui n'avaient cessé d'apporter justement des messages ciblés, des messages réels de communication à la population, afin de jouer sur la chose la plus importante, c'est le changement de comportement, le changement de mentalité. Avons-nous réussi là-dessus? Je dois avouer les difficultés de messages de sensibilisation auprès d'une population, pour la plupart, habituée à la débrouillardise pour pouvoir survivre au jour le jour. Le passage de ces messages nécessite un formatage particulier de nos structures mentales, etc., qui nécessite bien sûr l'apport de nos sociologues, l'apport de nos anthropologues, l'apport des hommes de presse, l'apport des leaders d'opinion, parce que l'impact du Covid sur la société n'est plus à démontrer. Remarquez, aujourd'hui, dans les sociétés européennes qui vivent déjà pour la plupart la troisième vague, les salles de psychiatrie sont aujourd'hui débordées. Il nous faut, parce que cette maladie, madame, nous permet d'apprendre des forces, mais aussi des faiblesses des autres, pour ne pas surtout retomber dans les mêmes erreurs, pour aussi adapter notre riposte à nos capacités réelles de riposte. Ça, c'est la dimension sociétale, c'est la dimension économique qui est profondément importante quant aux décisions que doivent prendre ceux qui ont la tâche de diriger la cité. Professeur, on remarque que dans le coin et recoin de la capitale de la RDC qui est Kinshasa, on remarque que le geste barrière édicté par l'OMS et par le gouvernement congolais ne sont pas pris en compte. Vous, en tant que scientifique, comment voyez-vous cette manière de voir les choses? Au risque de me répéter, madame, et d'ennuyer nos téléspectateurs, je dois insister et encore davantage sur le rôle de la communauté dans la prise en charge de la communauté. Ceci suppose que nous devons tous et jamais nous fatiguer. J'ai énuméré une litanie ici de catégories sociales qui doivent s'impliquer dans la lutte. Je suis de ceux qui pensent que le berceau même de l'information et du formatage du mental, c'est d'abord et avant tout la famille. Si déjà dans la famille, les mères responsables qui apprennent à l'enfant que lorsque vous allez à la toilette, lavez-vous les mains. L'hygiène de main s'apprend dès le bas âge en sortant de la maison. Les dirigeants, et nous devons féliciter en particulier le président de la République qui courageusement nous a rappelé que nous avions un ennemi, mais un ennemi invisible, a instauré de manière courageuse des mesures barrières, parmi les plus fortes, dont la fermeture de notre espace aérien. Là, je me situe fin mars, début avril. Voilà ce qui nous a permis de limiter un tant soit peu le nombre
des nouveaux cas, par conséquent des décès liés au Covid chez nous, déjà au mois de mars, au moment de la première vague. Nous avons assisté, quoiqu'il y avait déjà une circulation dans les ménages du virus, à une remontée au moment où situation géopolitique, économique l'exigeait. On a dû réouvrir l'espace. Kinshasa a été confiné pendant un moment. On ne savait pas très facilement, sauf motif impérieux, quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. En ce moment-là aussi, le virus ne circulant pas seul comme cela, mais transporté par les moyens de communication et les hommes, c'est à l'ouverture de toutes ces mesures que nous avons commencé à avoir davantage de cas à l'intérieur du pays. Il faut aussi penser aux 9 pays qui sont les bordures naturelles de notre pays. Nous sommes entourés par plusieurs autres pays et il y a des échanges entre nos pays et les pays limitrophes, notre pays et les pays limitrophes. Il faut arriver à contrôler les frontières. Ceci est l'idéal. Je dois avouer, un idéal difficile à atteindre, mais qui nécessite un investissement, j'insiste encore, de tous, dans la multidisciplinarité, dans l'amour du pays et dans la dispensation par tous les leaders d'opinion des messages. La répétition n'est-elle pas la mère des sciences? Nous n'avons peut-être pas aujourd'hui les résultats escomptés, mais à force de répéter, à force que chacun joue sa partition, comment ne pas arriver à une atténuation, j'aime bien dire mitigation pour faire un petit peu anglo-saxon, comment ne pas arriver à une mitigation des effets néfastes du Covid-19? C'est bien compris et bien noté. Professeur, nous aimerions parler maintenant du vaccin. On retrouve le vaccin parmi les mesures préventives au Covid-19. Et où en sommes-nous actuellement avec les vaccins? Parce qu'on avait exporté un lot de vaccins et arrivé ici, on a entendu tout ce qui a été dit, que ça causait du tort à l'organisme de l'être humain et que les sangs s'est coagulé. Et où en sommes-nous actuellement avec ces dossiers du vaccin? Oui, madame. La première chose à dire est que nous sommes les uns à l'écoute des autres dans la gestion d'une maladie nouvelle et ancienne à la fois. Ancienne parce qu'on a connu antérieurement quelques épisodes, notamment le SRAS-1, le SARS-CoV-1, c'était ça, le coronavirus, MERS, etc., il y a quelques années. Aujourd'hui, nous tombe sur la tête le SARS-CoV-2, qui est responsable de Covid-19. Oui, toutes les maladies infectieuses en général, celles qui ont causé des épidémies, comme l'épidémie de 1948 de la grippe, la tuberculose, qui est une maladie bactérienne, on sait que la meilleure façon de les contrôler, c'est de passer par l'immunisation d'un plus grand nombre. Les épidémiologistes évoquent parfois le pourcentage de 60% des sujets immunisés pour arriver à contrôler la transmission dans une communauté de la maladie. Le rôle du vaccin contre la polio, contre la variole, ce sont des vaccins qui ont permis d'éradiquer ces maladies de la planète. Nous tombe le SARS-CoV-2, déjà avec plusieurs particularités, les mutant de manière très rapide, pas de traitement évidemment prouvé, pas d'évidence évidente sur l'efficacité de telle ou telle autre molécule dans la gestion de la maladie, et le débordement des salles de soins intensifs, la transmissibilité facile du virus, le fait de sa propagation très rapidement à travers toute la planète. Les scientifiques se sont réveillés comme un seul homme, et comme ils peuvent le faire lorsque la nature, la nation et le pays, le monde entier est en danger, les expériences ont été partagées et pour la première fois, des vaccins nouveaux émergent et le temps même de leur mise directement au contact de la population s'en est trouvé de manière évidente raccourci. Ça a été un choc psychologique, on le comprend, une tétanisation de la planète Terre. Maintenant, madame, c'est encore là
l'importance des scientifiques, tous de tous bords, les communicateurs, les scientifiques qui savent ce qu'est un vaccin, les professionnels de santé qui en comprennent les bien fondés, les épidémiologistes qui doivent nous dire dans une population donnée quelle est la population à plus grand risque de développer telle ou telle complication ou telle maladie, accompagnée bien sûr par la pharmacovigilance. Revenons à notre pays qui a reçu de lot de vaccins, un certain vaccin AstraZeneca. Comme si ça ne suffisait pas, c'est au moment où ce vaccin arrive dans notre pays, qui est utilisé dans d'autres pays aussi, je citerai notamment la Côte d'Ivoire, etc., que l'on a, se sont venus d'ailleurs. Je me dis, c'est une maladie dans laquelle, dans l'humilité, nous sommes à l'écoute de l'évolution scientifique et les uns des autres. Qui voudra importer un vaccin si l'on est sûr qu'il n'a que des effets néfastes pour notre population? Je pense qu'aucun responsable, en tout cas pas ceux qui nous dirigent, ne l'admettraient. On part du principe que le vaccin, c'est le meilleur moyen de contrôler une pathologie. On part également du principe qu'à l'écoute des autres, on a vu que les analystes européens ailleurs sont arrivés à établir que le bénéfice par rapport au risque, la balance est plutôt en faveur du bénéfice de ce vaccin par rapport au risque que l'on a. En se disant finalement quelles sont les populations les plus à risque et quel type de surveillance il faut. C'est sur ce plan-là que les responsables de la vaccination dans notre pays, le ministère de la Santé, avec le programme élargi de vaccination, se font conseiller par toute l'expertise locale, à l'écoute aussi de l'expertise internationale et mondiale, pour voir et avancer. Le vaccin, nous avons avec le PEV l'expérience de plusieurs vaccins, anti-rougeole, anti-polio, etc. Et même une expérience de communication. À la différence qu'ici, ce n'est pas une vaccination de masse en premier, ce sera une vaccination ciblée. Et les cibles, le programme élargi de vaccination les a établies en écoutant bien sûr toute l'expertise et certainement aussi celle du secrétariat technique de riposte contre le Covid. Voilà un petit peu, madame, c'est ensemble, en expliquant, en montrant, en surveillant, je souligne 1000 fois, la pharmacovigilance, que nous pourrons certainement atténuer, s'il y en a, quelques effets, des effets indésirables qui seraient liés à l'une ou l'autre chose. On reste à l'écoute du monde entier quant à ce. Oui, professeur, pour éviter les malentendus, pourquoi ne pas fabriquer seul ici en République démocratique du Congo les vaccins contre le Covid-19? Loin de moi l'idée de vous insulter, madame. Je ne peux pas me le permettre à peine un jour après le 31 mars. Mais je voudrais dire, ne soyons pas non plus naïfs. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il faut déjà des infrastructures de recherche très profondes, très longues, et un investissement en infrastructure, en capital humain, expert dans tel ou tel domaine, notamment celui de l'immunologie et de la vaccinologie. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui, le pays n'a pas d'experts. Il nous faut une masse critique suffisante. Et à l'instar, par exemple, de l'Institut Sérum en Inde, qui fabrique déjà le vaccin, l'Union africaine, par les responsables de la Commission Santé, plaide de manière évidente à l'heure actuelle pour que l'Afrique, ensemble éventuellement, puisse créer une structure du genre Sérum en Inde qui pourrait, ne fût-ce qu'au niveau africain, arriver à cela. C'est faisable, mais il faut un investissement humain, un investissement en infrastructure important, dont nous ne disposons pas, il faut le dire, à l'heure actuelle. Mais il faut espérer. Et parmi les pistes d'espoir, je me réjouis et choisis l'occasion pour féliciter nos 8 académiciens de l'Académie congolaise de sciences qui a vu le jour le 26 mars dernier seulement. C'est déjà une étape
pour que la science se réconcilie avec la décision politique et la cité. Je pense que c'est ensemble que nous pourrons y arriver. D'accord, professeur, c'est ensemble que nous arriverons, comme vous venez de le dire. Oui, professeur, nous aimerions également savoir quelles sont les mesures que vous, en tant que membre du comité de la riposte contre le Covid-19, pensez-vous déjà mettre en place pour éviter la troisième vague du coronavirus? Question importante, madame. Mais encore une fois, ce n'est pas la riposte qui prend des mesures. La riposte, le secrétariat technique, est un conseiller technique des décideurs. Nous devons nous mettre ensemble, et encore une fois, les décideurs politiques, les acteurs économiques, les leaders d'opinion, les communicateurs comme vous, pour nous dire, surtout, pas relâcher les mesures barrières à l'heure actuelle. Vous savez bien que depuis hier, la France décide de nouveau un confinement au niveau national et la fermeture des écoles qui sont apparus comme étant des milieux amplificateurs. Nous avons réouvert nos universités éventuellement, mais que les responsables des comités de gestion éventuellement dans les universités se réveillent et que les mesures barrières soient, comme l'avait demandé le ministre de l'Éducation en son temps, la création de comités de gestion Covid dans toutes les institutions. Le fait de faire respecter les mesures barrières, le fait de le port de masque dans les auditoires, qui sont des endroits fermés, et le fait de mettre à disposition de points de lavage de mains, comme nous en voyons devant les cliniques universitaires de Kinshasa, ne parlons que de cela, ce sont des mesures tout à fait possibles, là où les individus peuvent s'agglutiner, peuvent être en masse, en groupe, etc. Si chacun joue réellement son rôle de vigilance et de transmission répétitive des mesures barrières, si au niveau de l'État, nous arrivons à sécuriser correctement, au mieux, pour le mieux, autant que faire se peut, nos frontières, je pense que nous pouvons un temps soit peu prétendre arriver à contrôler, à contourner ou à atténuer de manière à, si elle devait arriver, la troisième vague. Mais c'est vrai que la vaccination, si on arrivait à une adhésion importante, pourrait elle aussi contribuer à alléger le poids de l'infection à SARS-CoV-2 dans notre pays. D'accord, professeur. Une question me vient en tête. Il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire, et beaucoup plus nos politiques, donc le politicien. Comment analysez-vous cette phrase? Et cette phrase est celle-ci. Nous, Congolais, nous devons maintenant apprendre à vivre avec le coronavirus. Comment analysez-vous cette phrase? Oui, madame, loin de moi l'idée de croire à un certain défaitisme qui fait qu'on baisse complètement les bras. Si l'on doit vivre avec le virus, je leur rétorquerai ceci en disant, comment vivre avec ce virus? Nous vivons jusqu'aujourd'hui avec la grippe, en dépit du développement des vaccins contre la grippe, etc. Je pense que vivre avec ce virus nouveau, qui n'a pas encore livré tous ses secrets dans le domaine même de la transmission et surtout de la prise en charge, tant préventive que curative, nous ne savons pas. Personne ne peut aujourd'hui prédire quand est-ce que nous aurons un véritable décrochage. Pardon, est déjà immunisé, donc il ne sera plus atteinte pour une deuxième fois du Covid-19. Est-ce que cela est vrai? Madame, en général, lorsqu'on a une maladie infectieuse, on développe, lorsqu'on en sort, on développe une immunité et on a des anticorps qui vous protègent contre des nouvelles réinfections. S'agissant de cette maladie nouvelle, hélas, personne ne peut dire à l'heure actuelle combien de temps dure cette protection finalement par les anticorps. Étant donné qu'il y a des anticorps neutralisants, n'entrons pas dans les détails, mais l'immunité peut être aussi une immunité tout à fait
on l'appelle à médiation cellulaire, celle qui n'utilise pas les anticorps, mais plutôt des cellules tueuses comme les lymphocytes, etc. Aujourd'hui, la littérature médicale est tout à fait claire pour dire qu'il y a quand même encore des personnes ayant déjà fait le Covid qui refont cette maladie. Donc on n'est pas à l'abri, on ne peut pas se dire, moi j'ai fait Covid, plus d'observance des mesures barrières, mais on ne sait pas à quel moment ou comment se comporte votre immunité globalement. La sensibilité peut être tout à fait modifiée. Je voudrais d'ailleurs vous dire, secret de Polichinelle, vous êtes aujourd'hui avec moi à l'université dans mon bureau de travail. J'ai devant moi et sur l'ordinateur un article où l'on dit « La fréquence des réinfections par SARS-CoV-2 est depuis le début de la pandémie un sujet d'inquiétude et de controverse. » C'est pour vous dire qu'on apprend tous les jours et encore les uns des autres. Mais le maître mot pour tous, c'est la protection, c'est la protection, c'est la protection, j'ai envie de dire 10 fois, c'est la protection via l'application le plus rigoureux que l'on peut des mesures barrières. Merci professeur. Qu'est-ce qui n'a pas été dit que vous aimeriez ajouter? Là, vous êtes en train d'inverser le rôle. L'interrogateur ici, c'est vous, et je suis votre élève, j'ai répondu, même si j'ai l'habitude plutôt d'interroger les étudiants. Je pense humblement que nous avons balayé les questions. Si il vous appartient évidemment de me dire si vous avez trouvé quelques insuffisances ou quelques insatisfactions sur certaines orientations données, je me rends totalement disponible. C'est ma façon de servir mon pays. J'espère que vous avez été vraiment à la hauteur. Tout a été dit. Et nous vous disons merci pour ça, professeur. Merci beaucoup, madame. Tout est bien qui finit bien, dit-on. C'est déjà la fin de votre émission. Nous vous rappelons qu'on avait reçu pour vous le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue, il est également doyen honoraire de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il est aussi éditeur en chef des annales africaines de médecine et président également de la commission des prises en charge au secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19. Avec le professeur, on s'est entretenu sur la deuxième vague du corona et le professeur a vraiment donné le meilleur de lui-même. Et quant à moi, je vous dis au revoir